Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français, François Hollande, se sont rencontrés ce jeudi au palais de l'Élysée. Les deux chefs d'État, dans leurs échanges, ont parlé des relations qui unissent les deux pays. Ils ont fait un tour d'horizon des questions d'actualité importantes, telles que les prochaines élections en Côte d'Ivoire, la situation au Burkina Faso et l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, qui continue d'endeuiller plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Et puis, ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, cette bonne nouvelle pour le département de Tiébissou. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants vient d'offrir une ambulance au département de Tiébissou donc et à son hôpital général. 5 décembre 2013, 5 décembre 2014, cela fait exactement un an que Nelson Mandela est décédé et l'Afrique du Sud se prépare à commémorer ce premier anniversaire. Une célébration nationale pour montrer l'attachement du peuple aux héros de la lutte anti-apartheid. Dans ce salon de tatouage à Johannesburg, l'ambiance est à la commémoration. Les artistes tatoueurs tentent de redonner vie à Nelson Mandela. C'est l'un des dessins les plus demandés en ce moment. Quand je pense à Nelson Mandela, je suis facilement ému. J'ai grandi pendant l'apartheid et c'était fantastique quand notre peuple a été libéré et que lui était le leader de tout ça. Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid. Impossible à oublier. Le faire revivre à travers les tatouages a un prix. 5 000 rands en monnaie locale, soit environ 250 000 francs CFA. Et puis, il y a la douleur des aiguilles à supporter. Mais la détermination et l'engouement transcendent la souffrance. Mais 5 heures de souffrance ne sont rien par rapport aux 27 années qu'il a passées en prison. 5 heures, c'est juste une petite claque dans le dos. Pour moi, lui donner 27 années de vie supplémentaire avec les gens qui peuvent voir mon tatouage, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Considéré comme un héros durant sa vie, Nelson Mandela est presque levé au rang de saint par ses adeptes. Dans les salons de tatouage de Jobourg, son image est autant demandée que celle de Jésus-Christ. Son visage est reproduit sur le dos, sur la cuisse, sur le bras. Bref, les Sud-Africains l'ont dans la peau. Ils l'ont aussi dans le cœur. Ce 5 décembre, le pays va observer 6 minutes et 7 secondes de silence et de bruit pour symboliser les 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid, père de la démocratie sud-africaine, emprisonné pendant 27 ans par le régime raciste de la minorité blanche. Les dirigeants, journalistes, sportifs, consultants sont en Grand Bassam depuis hier. Ils échangent sur la réforme du contenu des émissions de sport sur les chaînes de la RTI. Reportage. Pendant 3 jours, les séminaristes vont étaler leurs réflexions pour le bon traitement de l'information sportive. Dans un monde où la concurrence télévisuelle est montante, recherche et innovation sont les mots qui reviennent afin que la bataille de la compétition soit gagnée d'avance pour la RTI. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, ne compte pas rester en marge de cette émergence. La question du développement du sport, nous ne pourrons pas la résoudre seuls. Et donc j'ai noté un certain nombre de propositions qui ont été faites par ces représentants. Et je crois que c'est tout le but de ce séminaire, c'est de partager nos idées et les leurs pour développer le sport. Les dirigeants de fédérations sportives à tour de rôle ont exposé leurs difficultés et leurs attentes. La RTI doit compter avec l'athlétisme ivoirien pour essayer d'étoffer ses programmes de sport. Quand on parle aujourd'hui de libération de l'espace audiovisuel, je pense qu'il faut innover. Il faut innover avec des disciplines qui gagnent comme l'athlétisme. Ces attentes sont essentiellement une plus grande implication de la RTI dans la promotion du basketball. La reprise de l'émission 5 majeurs, c'est un temps d'antenne qui était exclusivement consacré au basketball, mais également un accompagnement pour la recherche des sponsors. La ville de Grand Bassam, à travers le représentant du maire, se réjouit du choix du lieu de ce séminaire. Grand Bassam était la ville adéquate pour ce séminaire. Parce que retenez aussi que Grand Bassam est une grande ville sportive.
En 1966, Grand Bassam a été la première commune à aller remporter le tournoi de Maracana au Togo. Donc Grand Bassam n'est pas seulement une ville touristique, elle est aussi sportive. Au-delà du contenu des émissions sportives, il s'agira au cours de ce séminaire de faire une analyse afin de corriger les insuffisances et créer les notions de cohésion et de responsabilité au sein du service des sports. Le groupe Fraternité Matin a 50 ans. Le premier numéro de groupe de presse écrite est paru le 9 décembre 1964. Le quotidien pro-gouvernemental est à son 15 millième numéro en 50 années de présence sur le marché. Notre reporter Serge Coléa revient sur quelques grands moments de la vie de ce quotidien en images. À l'indépendance, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire compte 3 organes d'information, à savoir une station radiodiffusion, Radio Abidjan, un hebdomadaire Fraternité et un quotidien Abidjan Matin. Excepté l'hebdomadaire qui appartient au PDG RDA, les autres organes sont dirigés par des Occidentaux. Face à cette situation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a de grandes ambitions pour son pays, la Côte d'Ivoire, crée Fraternité Matin, un journal d'information générale centré sur la Côte d'Ivoire et animé par des journalistes ivoiriens. L'inauguration du groupe le 7 décembre 1964 et 2 jours après paraît le premier numéro, soit le 9 décembre 1964. Fraternité Matin célèbre ses 50 ans. 50 ans, c'est l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge de la remise en cause. C'est là où on se pose beaucoup de questions. Fraternité Matin a traversé un demi-siècle avec des hauts et des bas. Jusqu'en 90, on était le seul journal. Aujourd'hui, le journal qui a résisté au printemps de la presse au début des années 90 en Côte d'Ivoire a su garder sa place de référence dans le monde de la presse ivoirienne. Il accompagne la Côte d'Ivoire tout au long de sa croissance en étant un témoin privilégié qui rend compte des faits, des perceptions, des angoisses et des espoirs des Ivoiriens. Mon combat depuis que je suis à la tête de Fraternité Matin, c'est celui de la qualité. C'est le sérieux, c'est le professionnalisme, c'est la crédibilité. Pour marquer le cinquantenaire du premier quotidien ivoirien, une série d'activités est prévue. Elle débute ce vendredi 5 décembre pour s'achever le 12 décembre prochain. Un mot de religion dans ce journal avec Patricia Oumouetia. Parlons à présent de cette célébration des pèlerins du Hadj 2014. Ils sont célébrés, les pèlerins du Hadj 2014, par une structure privée organisatrice du Hadj. En guise d'encouragement et de félicitations, quelques pèlerins ont reçu des attestations de participation. Le porte-parole des pèlerins traduit sa reconnaissance. Nous reconnaissons que l'organisation d'une activité comme le Hadj n'est pas facile. Force est également de reconnaître que beaucoup a été fait pour sa réussite. Pour les organisateurs, le bilan est satisfaisant. La projection d'un film documentaire retrace l'organisation mise en place par cette structure qui veut mieux encadrer les pèlerins. En perspective, les responsables de cette structure souhaitent s'impliquer davantage afin d'offrir de meilleures prestations de services pour un Hadj plus sécurisé. Initiative saluée par le directeur général des cultes. Et pour pouvoir vous asseoir à un moment donné, vous-même vous regardez dans un miroir, dire ça a marché, ça n'a pas marché. Il faudrait que pour 2015, si Dieu nous l'accorde, voilà ce que nous voulons faire. Au thème de cette célébration, une prière a été dite au nom de tous les défunts du Hadj 2014. Le Hadj 2014 a réuni plus de 2 millions de musulmans issus de tous les pays. Terminons ce journal par l'actualité africaine en bref et en images. Première destination, l'Afrique du Sud. Visite officielle en Chine du président sud-africain, accompagné de plusieurs ministres. Jacob Zuma a entamé son séjour mercredi par un entretien avec le Premier ministre chinois. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud, son principal fournisseur et son principal client. Pour préserver ses relations commerciales, Pretoria refuse depuis 5 ans de délivrer un visa d'entrée au Dalai Lama, le chef spirituel tibétain en exil depuis 1959.
Au Soudan, visite du ministre russe des Affaires étrangères. Sergueï Lavrov participe depuis mercredi à un forum économique censé renforcer la coopération militaire et technique entre Khartoum et Moscou. Une aubaine pour le Soudan, isolé de la scène internationale pour cause de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président El-Béchir pour crimes de guerre au Darfour. Des volontaires nigérians pour lutter contre Ebola. Ils sont 250 en route pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ces infirmiers, aides-soignants et médecins ont fait une escale hier au siège de l'Union africaine. L'organisation continentale appelle d'autres pays africains à envoyer des volontaires et le secteur privé à contribuer au financement de l'opération. L'homme le plus riche d'Afrique a versé 3 millions de dollars dans la lutte contre Ebola. Le premier objectif est d'arrêter l'épidémie. Le deuxième est de l'éradiquer totalement. Toujours impressionnantes les images d'éruptions volcaniques. Celle-ci a commencé sur l'île de Fogo dans l'archipel du Cap-Vert samedi et plusieurs jours après, la lave continue d'engloutir les bâtiments et les habitations. Plus d'1 millier de personnes ont perdu leur maison et leurs biens. Décès mercredi à Paris de la chanteuse malienne Fantani Touré. Elle avait 50 ans, une grande voix et une grande réputation. Elle avait été filmée en avril 2013 à Paris, accompagnée d'un groupe de musique baroque. Une fois, vous, 4 fois. Fin de ce journal. À demain, 6h30.